Mardi 21 octobre 2025, un ancien président de la République se réveille pour son dernier petit déjeuner en liberté avant d'entrer en prison. Ce n'est pas une fiction, ni un exercice de politique fiction tardif, c'est le point de départ du Journal d'un prisonnier, un court livre attribué à Nicolas Sarkozy. Le dispositif est volontairement spectaculaire, presque cinématographique, mais une fois passé l'effet d'annonce, une question demeure. Que nous apprend réellement ce récit et surtout, valait-il la peine d'en faire un livre? Je précise d'emblée que je me suis infligé la lecture complète de ces 90 pages, ce qui reste heureusement rapide, afin d'éviter à mes auditeurs d'avoir à le faire eux-mêmes. L'idée, cependant, est de vous offrir un résumé neutre du livre. Nicolas Sarkozy prend soin dès les premières pages d'affirmer qu'il ne s'agit pas d'un roman. Il revendique un récit strictement factuel, sans modification des noms, couvrant 10 années d'instruction judiciaire, 14 semaines de procès au tribunal correctionnel de Paris et enfin une courte période de détention à la prison de la Santé. Cette insistance sur la véracité vise clairement à conférer au texte une gravité particulière, comme si la simple exposition des faits suffisait à produire du sens. Le récit donc commence ce fameux mardi matin. Nicolas Sarkozy se dit stupéfait que l'impensable lui arrive. Il confie n'avoir jamais envisagé une telle issue et s'interroge sur l'idée que son statut d'ancien président de droite ait pu, dans cette affaire, devenir une circonstance aggravante. La scène familiale occupe une place centrale. Sa femme Carla et ses enfants partagent avec lui un dernier petit déjeuner, décrit comme unis, graves et révoltés par ce qu'ils perçoivent comme une profonde injustice. L'auteur insiste sur le soutien de son épouse, présenté comme un pilier moral indispensable au moment du départ. Ce départ est suivi d'un transfert vers la prison de la Santé qu'il décrit comme à la fois solennel et absurde. Escorte officielle, motard, véhicule, présence de la presse, tout lui paraît disproportionné pour accompagner celui qui s'apprête à devenir un détenu ordinaire. L'ironie est accentuée par un détail presque burlesque. Arrivé devant la prison, il doit attendre, l'administration n'étant pas prête à l'accueillir. Une fois à l'intérieur, il reçoit son numéro d'écrou, le 32 535, marqueur symbolique de sa chute dans l'anonymat carcéral. En parallèle, l'auteur revient sur le contexte politique entourant son incarcération. Il évoque une rencontre avec Emmanuel Macron, présentée comme troublée par la perspective de voir un ancien président entrer en prison. Pour des raisons de sécurité, un changement d'établissement lui aurait été proposé, proposition qu'il dit avoir refusée afin d'éviter toute accusation de traitement de faveur. En contrepartie, 2 policiers armés sont placés en permanence dans la cellule voisine de la sienne. Il est affecté à un quartier d'isolement strict, aux côtés de détenus décrits comme particulièrement dangereux, ce qui contribue à installer un climat de tension et de menace permanente. La description de la cellule occupe une part importante du texte. 12 mètres carrés, des murs gris, un lit dur, une douche, quelques équipements de base, rien d'exceptionnel, sinon 2 fenêtres totalement obstruées par de grands panneaux de plastique empêchant toute vue sur l'extérieur. Cette privation du ciel devient pour lui l'un des symboles les plus marquants de l'enfermement. Son quotidien est rythmé par 1 heure de sport solitaire dans une petite salle fermée, tandis qu'il refuse la cour de promenade grillagée pour éviter toute photographie. Les premiers jours sont ponctués d'épisodes destinés à souligner la dureté de la situation. L'auteur rapporte avoir reçu dès la première nuit des menaces de mort émanant de codétenus, rapidement identifiés par l'administration. Une vidéo circulant depuis la prison appelle à venger Kadhafi. Dans cet environnement hostile et solitaire, il explique se tourner vers la prière, qu'il présente comme un refuge et une source de force intérieure. Très vite, l'écriture devient son principal moyen de structurer le temps. Rédiger ce journal lui permet, dit-il, de ne pas sombrer et de s'extraire mentalement de l'isolement. Il souligne à plusieurs reprises l'humanité et le professionnalisme du personnel pénitentiaire, qu'il décrit avec une bienveillance appuyée. À l'inverse, il se montre agacé par la visite de 2 députés de la France insoumise, accompagnés d'un journaliste du Monde, venu selon lui vérifier qu'il ne bénéficiait pas d'aucun privilège. À mesure que le récit avance, Nicolas Sarkozy élargit son propos à une critique plus générale de la justice.
Il n'hésite pas à évoquer l'affaire Dreyfus pour dénoncer ce qu'il considère comme un manque d'impartialité. Il rappelle que sa condamnation pour association de malfaiteurs reposerait sur une hypothèse sans preuve matérielle, alors qu'il a été relaxé des chefs de corruption et de financement illégal. Il mentionne également les nombreux soutiens reçus, en France comme à l'étranger, comme autant de signes d'une injustice ressentie collectivement. Sur le plan personnel, la détention est présentée comme une épreuve spirituelle. Sa rencontre avec l'aumônier de la prison et la prise de communion sont décrites comme des moments importants, renforçant une foi qu'il dit approfondir au fil des jours. 3 semaines après son incarcération, une audience est organisée pour statuer sur sa remise en liberté. Elle se tient en visioconférence. Le représentant du ministère public demande sa libération et la décision de la Cour tombe dans l'après-midi. Il est libéré. La sortie de prison est racontée avec émotion, les salutations des surveillants, les retrouvailles avec sa famille et la volonté affichée de ne pas se laisser briser par l'épreuve. Le livre se conclut sur une promesse formulée durant la détention, se rendre à Lourdes pour aller à la rencontre des malades et des désespérés. Au terme de cette lecture, un constat s'impose. Ce récit couvre à peine quelques semaines d'incarcération et n'apporte ni éclairage nouveau sur le fonctionnement de la justice, ni réflexion véritablement approfondie sur l'enfermement. Il s'agit avant tout d'un témoignage personnel, centré sur le ressenti d'un homme confronté à une situation qu'il juge injuste. On peut légitimement s'interroger sur la nécessité d'en faire un livre, tant l'expérience décrite est brève et limitée. En ce sens, l'intérêt de cet ouvrage apparaît au final extrêmement réduit. Cette vidéo est la transcription audio d'un article publié sur metapolitique.fr.